Bienvenue à toutes et à tous. Après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, le chef de l'État procédait à la nomination des préfets. C'était ce 2 juin. Nous avons donc eu de nouveaux préfets qui ont rejoint bien sûr la liste des anciens qui sont confirmés ou maintenus à leur poste. Et dans cette liste, on retient bien sûr comme préfet du littoral, l'ancien ministre de la communication et ancien porte-parole du gouvernement désormais, préfet du littoral Modeste Toboula. Le chef de l'État a également pensé d'autres partis politiques soutenant bien sûr ses actions comme Mouel Bénin et UDBN, et bien sûr qui ont désormais donc des préfets également, et bien sûr pour représenter le chef de l'État au niveau donc de ces deux départements. Que dit des choix opérés par Patrice Athanase Guillaume Talon, bien sûr à travers donc ces nominations et surtout plus précisément le cas du préfet du littoral. Nous allons donc en parler dans un instant. L'autre sujet aussi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours de la semaine, il s'agit bien sûr des poubelles homologuées de la SGDS, notamment donc le prix de ces poubelles. Est-ce que cela est à la portée des Béninois quand on parle de 25 000 francs, déjà des prix subventionnés? Que dire donc de cette décision prise par donc les responsables dans le souci d'améliorer et bien sûr le cadre de vie à Cotonou et moderniser nos villes? Mes deux confrères donc vont en parler. Et puis ensuite l'actualité en Afrique, au Mali, la France qui suspend donc ses opérations militaires au Mali, lutte contre le terrorisme. La France se tourne tel dos au Mali, fragilisé par le terrorisme et surtout par l'instabilité qui règne dans le pays depuis le coup d'État d'août 2020 et encore le tout dernier coup de force. Et bien sûr, nous allons donc décortiquer ces sujets au cours de cette émission, le forum de la rédaction, 52 minutes pour revenir sur l'actualité. Merci de rester avec nous. Et pour faire donc le débat, j'ai ici à ma droite Hippolyte Dosso-Wanou du quotidien, DP du quotidien Nouvelle Élite, et en face de lui, et bien sûr un autre DP aussi que vous connaissez déjà ici à Kakoshoni, DP du quotidien La Cime de l'Info. Alors mes confrères, bonjour à vous. Bonjour connaisseurs, bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, c'est reparti pour donc décortiquer l'actualité politique nationale et internationale. Mais avant, des sujets qui ne sont pas donc forcément inscrits dans le menu. Mais le Bénin, quand même, continue de célébrer chaque 1er juin la journée de l'arbre. On a vu que beaucoup de plans ont été encore mis en terre. Le mardi dernier, on va parler encore actualité environnement avec la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Samedi 5 juin, d'abord, on a suivi un peu l'actualité, donc lundi jusqu'à maintenant, Hippolyte Dosso-Wanou. Voilà donc le Bénin qui reste fidèle à cette tradition depuis pratiquement 37 ans. Absolument. Le Bénin, on le connaît, c'est un pays qui a pris cette habitude depuis plus de 3 décennies à consacrer chaque mois de juin, à partir du 1er du mois, à planter beaucoup d'arbres. Et ne serait-ce une belle manière pour restaurer l'écosystème. Et cette année, le Bénin a encore respecté cette tradition et beaucoup d'arbres ont été mis en terre. Et je pense que c'est une bonne habitude, et seulement que le constat qui a été fait tel que nous l'observons les années antérieures, il y a eu moins d'engouement. Moins d'engouement, c'est parce que le gouvernement n'a pas eu à communiquer beaucoup autour de ces journées, même si par le passé on reprochait trop au régime précédent beaucoup de communication ou de propagande qui se faisait autour de la journée nationale de l'arbre. Mais pour cette fois-ci, nous avions constaté que malheureusement, il n'a même pas eu de publicité, mais il n'a pas eu des annonces pour susciter la population à sortir massivement pour aller planter des arbres. Mais comme c'est déjà ancré dans les habitudes, certains Béninois ont compris quand même
qu'ils ont la nécessité ou bien l'impérieux devoir de planter un arbre. On dit celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, et si certains l'ont compris, ils le mettent chaque année en pratique. Mais ce que nous aurions souhaité, c'est que le gouvernement, quand même, dans sa politique de protéger l'environnement, qu'il mette des prix à la disposition de la population pour dire, mais on pourrait quand même primer celui qui aurait planté assez d'arbres, planté et entretenu. Et entretenu surtout. Parce qu'on plante les arbres, mais on ne les entretient pas. Si tant est que beaucoup d'arbres qui ont été mis en terre depuis plus de 37 ans aujourd'hui, où la journée mondiale nationale de l'arbre a commencé au Bénin, si on les entretenait convenablement, je pense qu'on aurait déjà restauré véritablement l'écosystème béninois. Tel n'est pas effectivement le cas. Donc, nous prions quand même le gouvernement à travers le ministère du cadre de vie, de veiller à cela. On est encore dans le mois de juin, même s'il y a la nature qui nous fait défaut du fait qu'il ne pleut plus assez comme ça, mais qu'on puisse quand même commencer par encore sensibiliser la population dès que les pluies vont commencer correctement, que les gens puissent planter de l'arbre. L'arbre, on sait, nous, tel que nous sommes, nous sommes nés sur un arbre parce qu'on nous a cousu sur une table. Nous partirons à travers un arbre qui est le cercueil. Ce n'est pas le biais de l'arbre que nous mangeons, à dire l'utilité de l'arbre dans tous les domaines. Cette utilité. Pratiquement indispensable. Donc, il n'y a pas un moyen de la vie humaine où cela ne sert pas à l'être, à la personne, aux citoyens. Donc c'est très important que nous sachions que ce n'est pas forcément la politique, mais ce n'est pas dans l'intérêt général du gouvernement de nous susciter à planter des arbres. Mais nous-mêmes devons savoir qu'en plantant des arbres, cela peut nous générer des devises. Parce que ceux qui commercialisent l'arbre, on sait ce qu'ils gagnent dedans. L'activité de l'arbre, même quand tu t'adonnes à cette activité qu'on appelle une activité forestière, vraiment, c'est une activité qui est génératrice de revenus. Donc, on peut quand même chercher à laisser un bon héritage à la postérité à travers des arbres, en futur, voilà. Beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. Alors, Ixiaka Kochoni, que pensez-vous alors donc, de la politique de reboisement à 37 ans que quand on est un peu choqué aujourd'hui que nos villes n'ont pas véritablement ce caractère vert, alors qu'on a quand même opté pour cette campagne, puisqu'en dehors de cette campagne de reboisement, en fait, de cette fête de l'arbre, journée de l'arbre, il y a la campagne de reboisement qui démarre aussi le 1er juin, mais on ne sent pas quand même le verdissement dans nos villes. Je crois que le confrère Ouanou l'avait déjà dit, l'essentiel n'est pas de planter les arbres, mais il faut les entretenir. Les conseils amers, chaque 1er juillet, on constate que tout le monde plante des arbres. Surtout au niveau du ministère de l'Environnement, je parle des forestiers qui mettent sous terre des arbres, mais le suivi manque. Aujourd'hui, nous ne devons même pas parler de planter. Ce qui était planté, il faut que ça puisse suivre, il faut que la population puisse suivre ces arbres-là. Je me rappelle bien, il y a eu dans ce pays 1 million d'arbres. Oui, 10 millions d'arbres pour 10 millions d'arbres. Nous ne savons pas à quel niveau c'est tout ça là jusqu'à présent. Je me demande, 10 millions d'arbres là, le projet est devenu quoi aujourd'hui? Vous direz là-bas, c'est devenu le désert comme le Niger. Je crois que l'essentiel aujourd'hui n'est pas de planter des arbres, mais il faut les entretenir. Le ministère de l'Environnement doit veiller à ça. Et c'est ça, le confrère a dit, il faut désormais encourager ceux qui ont planté sur ces arbres-là depuis 37 ans. Si les arbres plantés sont suivis, nous ne sommes pas à l'étape là aujourd'hui. Lorsque vous allez, je suis jamais allé là-bas, mais on regarde ça à la télé, vous allez au Rwanda, c'est un pays vert. La plupart des pays occidentaux sont des pays verts où on plante des arbres. Mais ici, nous plantons et nous ne suivons pas. C'est comme une formalité. On se réveille chaque 1er juillet, on dit il faut planter et on plante, c'est terminé. Il faut désormais sanctionner ceux qui coupent des arbres. Le chef de l'État l'avait dit désormais même, l'arbre que quelqu'un a planté lui-même dans sa propre maison là, si on coupe, on doit punir. Parce qu'on cherche à planter des arbres. N'oubliez pas que lorsque vous allez un peu hors du Cotonou, dans les zones où il y a la forêt, on entend toujours des dormants qui crient en train de couper des arbres. On doit éviter tout ça. On doit éviter tout ça et on doit, d'une manière ou d'une autre, prendre des lois interdisant de couper les arbres.
Et en se disant, lorsque vous plantez des arbres, il faut suivre. Allez dans les collèges, plantent chaque... Je prends le CGE à Boumé-Krabi, chez l'index personne. Il fut une année là où la cour était remplie de jeunes plants. Mais il y a quelques têtes seulement qui ont pu suivre. Les autres sont devenus quoi? D'où l'essentiel n'est pas de planter, mais il faut le suivre. Et il faut punir désormais ceux qui coupent des arbres. Et c'est le même discours que nous tenons à chaque célébration. Mais ça ne change pas. Oui, c'est pas s'il n'y a pas de punition. C'est pas s'il n'y a pas de punition. Ce que le Don Courtioni est en train de dire, je pense qu'il a pleinement raison. On tient le même discours chaque année, c'est que c'est les actes qui ne suivent pas. Si tant est qu'aujourd'hui, il faut interdire la coupure des arbres, il faut quand même mener des politiques qui puissent permettre à la population de trouver des solutions idoines à ce que les arbres les servaient à faire. Prenons le cas peut-être des gaz domestiques qui coûtent jusqu'aujourd'hui encore un peu cher. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Si aujourd'hui l'État peut subventionner les gaz domestiques, même ceux qui sont dans les villages peuvent s'en approvisionner. Il faut créer les conditions pour que les lois soient respectées. Même les gaz qui existent, la fourniture de gaz sur le territoire national n'est pas encore totale. Intégrale. C'est-à-dire le territoire national n'est pas... mais les fournisseurs de ces gaz-là n'ont pas cette capacité financière d'implanter beaucoup de boutiques sur le terrain du territoire national. Donc l'État n'a qu'à mettre des politiques là pour encourager des gens qui exercent des métiers, qui commercialisent les gaz domestiques, pour qu'on puisse quand même permettre à la population de s'approvisionner aisément. Une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc ce n'est pas forcément encore... C'était juste... Oui, c'est non, on comprend bien. Mais il faut que... Il y a aussi la pluie, il n'y a pas plu. Non, oui, et c'est parce que les gens coupaient, il faut qu'on puisse leur dire ça, c'est parce que les gens ont tout coupé. C'est parce que justement l'écosystème a été fortement dégradé. Vous sortez au bord du goudron, vous voyez des titans remplis de bois et qu'on sort. C'est l'arrivée du nouveau chef d'État qui a dit non, on ne doit pas évoluer comme ça. Il y a des gens qui ont pris l'activité forestière comme leur commerce et chaque jour, c'est des titans qu'on amène à Cotonou ici. L'actuel chef de l'État a dit non, il faut mettre tout ensemble. La présidente doit savoir que s'il ne plaît pas aujourd'hui, nous en sommes auteurs. Alors je crois que je suis parfaitement d'accord que l'actuel gouvernement est vraiment rigoureux par rapport à la destruction de la direction des forêts. Ça fait partie des premières décisions. Mais ce que nous disons, c'est-à-dire la politique qu'il mène là pour lutter contre la déforestation, c'est une bonne politique. Mais il ne peut quand même encourager les gens, les citoyens là, à planter beaucoup d'arbres. Si par le passé, il y a eu le projet 10 000 d'arbres pour 10 000 d'arbres. 10 millions d'arbres et d'âmes pour 10 millions d'arbres, j'y suis arrivé. Et que cette politique a été mise en exécution par le gouvernement précédent, avec beaucoup de pluie, 2013, beaucoup de tollés. Et on a vu les résultats que cela a généré. Mais on sait qu'avec ce gouvernement, on fait les choses sans tromper ni tambour, mais que ça donne quand même certains résultats plus ou moins probants. Mais si le gouvernement peut commencer par mener véritablement cette politique-là pour susciter les citoyens à planter d'arbres, je pense que ça va prendre. Là, on pourrait trouver une solution définitive au problème de déforestation auquel on est confronté, qui fait qu'il y a aujourd'hui la rareté des pluies. Il y a la rareté des pluies. Et quand la rareté, cela rejaillit en même temps sur le panier de la ménagère. Donc, parce que le maïs aujourd'hui est déjà devenu cher. Le prix des denrées alimentaires. On a moins d'arbres, moins de photosynthèse. Et quand on a moins d'activités photosynthétiques, c'est que on a une réduction, bien sûr, de la capacité au couvert végétal donc, de produire le dioxyde de carbone. L'effet de serre donc, sera amplifié. Et bienvenue le réchauffement climatique, vous l'avez constaté. Hein, bon, voilà. Donc, c'était donc un instant environnement. C'est l'instant environnement, voilà. Et puis la communauté internationale qui célèbre d'ailleurs donc la journée de l'environnement. Samedi 5 juin, et c'est justement la restauration des écosystèmes qui est au cœur donc, de cette célébration. Mais vous avez insisté sur le respect des tests en réalité. Alors, ce n'est pas mes connaissances parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui. Les tests ne nous autorisent pas, même si c'est l'arbre que vous avez planté dans votre cour à la maison, d'aller abattre l'arbre. Non. Il faut forcément une autorisation de la direction des arbres, de la direction de forêt,
voilà, avant donc de le faire. Mais ce n'est pas méconnaissance aussi que les gens se lèvent et coupent les arbres n'importe comment. Avant d'être un exploitant forestier, vous devez avoir des agréments. C'est ça. Et avant d'avoir ces agréments, ça suit tout un processus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'à continuer par sensibiliser la population. Voilà. Avec le temps, ça va prendre. Revoir donc les politiques de reboisement, comment les rendre plus efficaces, parce qu'on ne sent pas qu'on est dans un pays qui a célébré l'arbre pendant 37 ans. Pas du tout. Merci à vous. C'était donc une petite parenthèse. On revient maintenant, on parle politique. Voilà, sujet plateau. Alors, de nouveaux préfets donc, sont entrés dans la liste mardi dernier ou le mercredi dernier, donc après le Conseil des ministres. Et bien sûr, la liste a été rendue publique. La liste des 12 préfets. Alors, Hippolyte Dosso-Wanou, ça n'a pas surpris, puisqu'on entendait peut-être le chef de l'État le dit après la formation du gouvernement, quand la grande surprise a été que le ministre de la Communication Alain Orula est évincé, et puis son ministère qui a disparu complètement, qui a disparu. Le chef d'État l'a annoncé. Et le voilà maintenant des préfets du littoral. Et pour on va commencer par ce cas qui a fait beaucoup plus l'actualité. Alors, pour vous, comment vous voyez ce choix opéré par le chef de l'État? Bon, le choix opéré par le chef de l'État en nommant Maître Alain Orula à la tête de la préfecture du littoral, qui jusqu'à présent, mais à un passé récent, a été dirigé par un préfet intérimaire, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, à qui nous rendons un hommage bien mérité parce qu'il a eu bien assuré cette fonction. Après le départ du titulaire Modeste Touboula, je pense que c'est un choix stratégique, un choix qui quand même récompense un de ses fidèles, de ses loyaux fidèles, parce que Alain Orula, souvenez-vous, il a été non pas seulement ministre de la Communication, il a été le porte-parole du gouvernement, l'un des porte-parole du gouvernement les plus en vue pendant le premier quinquennat du président Patrice Talon, et quelqu'un quand même qui, même si certains sujets ne semblaient pas être défendus, il arrivait à le défendre à sa manière, avec les mots et les expressions qu'on le reconnaît très bien, jusqu'au point où aujourd'hui les Béninois ont pu inventer un verbe pour lui, pour lui rendre hommage après sa décision, mais après son départ du gouvernement en disant le verbe oraliser. Je pense qu'à la tête de la préfecture de Cotonou maintenant, il doit rester dans une haute posture. Alors, mais en attendant, vous avez parlé de récompense. Est-ce une récompense vraiment, mais ça va être une récompense peut-être salée, diminuée ou pimentée? Quand on quitte le rang de ministre et qu'on devient... Non, laissez-moi répondre à cette question. Laissez-moi répondre à cette question. C'est moi qui parle de récompense. Je suis d'accord. Non, laissez-moi aller au bout des idées. Alors, il s'est quelque chose. En fait, cette récompense, moi, je me suis posé la question quand j'ai vu Maître Alain Orula qui a été nommé préfet. Préfet, dans l'ordre administratif, un préfet est sous l'ordre d'un ministre. Il était rang d'un ministre, donc on a diminué un peu sa valeur administrative, mais son pouvoir administratif, ça on peut parler. C'est une récompense pimentée. Bon, je pourrais dire que c'est une récompense pimentée, mais la préfecture qu'on lui a confiée, ce n'est pas n'importe quelle préfecture. La préfecture de Cotonou, lui ne devient préfet de Cotonou parce qu'il veut, mais parce qu'il peut. Et Maître Alain Orula envoya quand même sa posture d'avocat, quelqu'un qui a glané beaucoup d'expérience en cette matière, quelqu'un qui a été ministre et porte-parole du gouvernement, devenu maintenant préfet. Je pense avec toutes ces expériences qu'il a maximisées, il pourra quand même faire correctement le job. Mais l'autre chose, quand même, ce choix qui a été fait par Patrice Talon, c'est que c'est un choix, on pouvait quand même revoir un tout petit peu en connaissant un peu l'image que les gens ont de cet homme-là. Pour les Béninois, Alain Orula, c'est quelqu'un qui est un peu arrogant. Je ne le dis pas personnellement moi, mais ce que nous entendons parce qu'il l'est forcément. Certains se sont réjouis que ceux qui se disent dans l'opinion publique. Ceux qui se disent dans l'opinion publique, que c'est quelqu'un qui cherche à défendre ce qui n'est pas à défendre,
Donc c'est quelqu'un qui cherche à tout justifier. Mais il était quand même dans un rôle donné que les Il était dans un rôle. semblent oublier. Si aujourd'hui, M. Alain Ourla peut comprendre qu'il n'est plus dans le rôle de porte-parole du gouvernement et va s'en départir de ce manteau pour se mettre dans la posture d'un homme véritablement, comment dire, d'un vrai représentant du chef de l'État au niveau du département du littoral, je pense qu'il aurait réussi son mandat. Lui-même l'a compris. Et il y a qu'un premier service, un instant, il a même dit qu'il va gouverner avec humilité, douceur et rigueur. 3 mots, mais 3 trilogies quand même qui doivent donner la confiance à ses administrés. D'accord, merci. Alors, ici, par rapport à votre question de savoir que c'est une récompense pimentée ou salée, ou diminuée. Bon, c'est une façon. Moi, je pense que c'est une récompense même au-delà de ce que sans cela, je peux étonner. C'est une récompense qui est au-delà de ce que beaucoup s'y attendaient. Lorsque vous prenez le ministre Ounla de la communication à la préfecture, il lui a encore donné plus de grades. Lorsque vous prenez chaque préfet est le représentant de tous les ministres. Si nous allons nous focaliser sur le rôle d'un préfet, on dit il représente chacun des membres du gouvernement. Pour quelqu'un que vous connaissez comme ça, porte-parole du gouvernement, nous savons comment il a travaillé, et vous le prenez encore préfet, c'est une récompense. Tel qu'il a été nommé là, c'est une récompense. Une récompense en ce sens que désormais, il était ministre de la communication. Maintenant, il représente dans son département, maintenant, il représente tous les membres du gouvernement dans son territoire. Quelqu'un qui était ministre, tel que beaucoup le disaient, et nous avons vu comment il a fonctionné, vous le nommez préfet, excusez-moi, ce n'est pas une manière de jeter de la lanterne. Mais administrativement, il est sous quand même le ministre. Nous sommes d'accord, mais il a plus de poids. Si ce n'est pas que nous avons parlé de l'administration, un préfet et un ministre, il y a des différences. Parce que le préfet, si nous allons regarder le rôle du préfet, le préfet coordonne les actions du gouvernement dans son département. Il a le représentant de l'État. Alors, mis à part dans ces considérations, ces aspects purement administratifs, alors ce choix opéré justement par le chef de l'État, pourquoi j'insiste là-dessus? Puisqu'on a quand même vu qu'après Toboula, le préfet Koudia a assuré l'intérim pendant pratiquement plus d'un an. Alors, il y a quand même une longue période où c'est l'intérimaire qui... Alors, est-ce que Patrice Talon... pourquoi a-t-il attendu pratiquement tout ce temps? Et à l'occasion maintenant du second mandat, avant donc de pouvoir ces postes-là, puisque le poste est posé à Cotonou, ici, mais également au niveau des collines. Est-ce que le casting, le président Patrice Talon n'avait pas eu justement l'homme de confiance, l'homme qu'il faut, qu'il a opté pour cela? Et quelle pourrait être, selon vous, cette mission précise de Ourla, quand on sait qu'il a été dans un rôle assez déterminant les 2 ou 3 dernières années et qu'il a pris beaucoup de risques pour le gouvernement? Patrice Talon, Alain Ourla ne serait-il pas dans d'autres missions au niveau du département du littoral? C'est une question qui me semble un peu compliquée à répondre, mais je vais essayer. Et au fait, mettre Alain Ourla dans une nouvelle mission, mais dans une mission particulière du chef de l'État, je dirais non. Non, parce que si nous-mêmes, on a vu comment Alain Ourla s'est jeté au feu quand il a été nommé ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, j'avoue qu'aujourd'hui, il n'a pas une mission qui lui semblerait plus particulière que celle qu'il avait opérée aux côtés du chef de l'État, parce que sur des dossiers brûlants comme ça, il osait quand même opiner, donner sa position, et avec toutes les critiques et toutes les pierres qu'on lui jetait de façon verbale et les insultes qu'il recevait via les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le préfet, si lui-même prend conscience de la mission républicaine qu'il lui a assignée, parce que quand on parle de la gestion d'une préfecture, cette gestion, elle est assise sur les tests. Les tests sont là. Alain Ourla ne va rien inventer. Ou réinventer. S'il est prêt, d'abord on sait que c'est un juriste de haut niveau, s'il est prêt à respecter les tests et à faire respecter les tests au niveau de ses administrés, notamment par le dit de la ville de Cotonou, qui quand même avant, c'est là où il y a un petit piège pour lui. Et pourquoi pensez-vous que... Il va réussir un peu son mandat. Je parle de test parce que c'est le seul département où il a comme mairie de tutelle, il a comme tutelle une seule mairie. C'est ça. Une seule mairie. Et cette mairie n'est pas gérée par n'importe qui.
On connaît le poids politique de Luc Sétonji Atropo. Au-delà de son poids politique, on connaît son parcours en matière de la décentralisation. C'est l'un des rares maires qui maîtrise mieux les questions de la décentralisation et qui est encore le président de l'Association nationale des maires du Bénin. Donc c'est le maire des maires. Donc qui va diriger. Donc face à celui-là, comme ça, qui a cette bagatelle, qui a cette connaissance, cette expérience avérée en matière de pratique de la décentralisation, il doit quand même revisiter un peu les textes correctement avant de se jeter à l'eau. Donc nous souhaiterons quand même qu'il ait une franche collaboration entre le nouveau préfet du littoral. Que ça ne tourne pas. Que ça ne tourne pas comme ce qu'on avait observé un temps au début quand Toboula prenait le pouvoir en 2016, où il y avait le maire Léadi Vinano Sogo qui était au pouvoir au niveau de la mairie de Cotonou. Oui, et donc, tout d'abord, vous l'avez dit que la mairie de Cotonou, ce n'est pas n'importe quelle mairie. La préfecture de Cotonou, ce n'est pas n'importe quelle préfecture. Donc il faut mettre quelqu'un à qui on a confiance. On peut dire que si Orunla est devenu maire de Cotonou, c'est parce que le préfet de Cotonou, c'est parce qu'à un moment, le chef de l'État a commencé par lui faire confiance, ou il lui a fait confiance. C'est pas tout. Regardez, depuis plus d'un an, où il y a pas de maire, c'est le préfet Kodia qui a assumé l'intérimaire. Si le chef de l'État a décidé donc de nommer Orunla à ce poste-là, c'est parce qu'il s'est rendu compte que c'est celui qui peut gérer Cotonou. Parce que Cotonou, lorsque vous prenez Cotonou, il y a beaucoup de problèmes à Cotonou. Cotonou, c'est le cœur même du Bénin. La délinquance, le banditisme, toutes les infrastructures, tout se passe à Cotonou ici. Le président de la République ne peut pas nommer quelqu'un qui ne maîtrise pas à ce poste-là. Maintenant, quitte à Orunla maintenant de montrer effectivement qu'il mérite la confiance du chef de l'État en agitant, en ne faisant pas trop d'agitation. Vous l'avez dit tout à l'heure, comme un préfet qui va gronder sur les maires. Je suis sûr que nous n'allons pas atteindre ce degré-là. Le préfet, oui, ça c'est l'occasion de lui dire aussi que ici c'est pas c'est une gestion territoriale. Et un maire aussi une autorité. Nous avons vu des préfets ici qui ont écarté les yeux sur les maires. Oui, et beaucoup ont dit même que c'est Touboula 2. Il ne faudrait pas qu'après 2 ans, 1 an de gestion, qu'on dise que c'est Touboula, le Touboula 2 qui est venu à Cotonou, d'où on a appelé d'une manière ou d'une autre à être doux, franc. Comme il a dit. Voilà, continue. En fait, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Quand on voit Alain Orunla devant micros et caméras, on a tendance à croire que c'est quelqu'un qui est arrogant. Mais quand vous approchez de lui, moi j'ai que tout le monde n'a pas la chance de s'approcher. Oui, moi j'ai eu la chance quand même, 2 semaines avant qu'il ne quitte le gouvernement. C'est quelqu'un qui est vraiment sympathique, qui amuse trop la galerie, qui taquine beaucoup. Donc, nous ne sommes pas en train de arrogant. Le conseil qu'on va lui donner, c'est qu'il prenne conscience, c'est qu'il prend du moins de sa nouvelle mission. Et qu'il regarde le rétroviseur de ses anciens, notamment de Modeste Toboula, qui, quand même, il faut le dire, fait partie des meilleurs préfets du littoral. Il a eu à travailler quand il était venu. Il était audacieux. Mais au-delà de tout, il a beau tracer les lignes rouges. Mais son passage a laissé des traces indélébiles en matière de développement. On ne va pas revenir sur le passage de Toboula. Ça a été... Patrice Talon maîtrise mieux Alain Orunla parce qu'il a été son porte-parole. Quelqu'un qui est un porte-parole, c'est quelqu'un sur qui tu places ta confiance, quelqu'un qui te maîtrise mieux, qui peut porter ta voix partout où le besoin se fait sentir. Il a correctement fait. Aujourd'hui, il a quitté le gouvernement en mettant au dos son ministère et il a atterri à la préfecture de Cotonou. Et Orunla doit savoir qu'il partira un jour de la préfecture de Cotonou, mais selon les textes qui régissent notre pays, il ne pourra pas y aller encore en portant au dos cette préfecture. Donc il a l'impérieux devoir de bien gouverner, tel qu'il a dit, avec humilité, moins de zèle et rester en franche collaboration avec les titres de la vie de Et puis je précise effectivement, comme vous, que quand vous rencontrez l'homme, c'est carrément autre chose que ce qui se dit dans l'opinion publique. Nous avons eu la chance également donc de l'avoir rencontré dans le cadre de la préparation de certaines émissions. Et vous rencontrez quand même un homme qui tient un discours totalement franc. Voilà, un homme vraiment assez correct. Merci donc à vous. C'est donc le cas de Toboula. Mais il y a quand même aussi d'autres préfets. Patrice Talon, cette fois-ci, voilà, regardez aussi dans
la marque constitue aussi les autres partis politiques qui soutiennent ses activités depuis quand même son arrivée 2016 jusqu'à maintenant, comme l'UDBN et Moël Bénin qui ont pu avoir donc des préfets. Il faut dire qu'à ce niveau, les chefs de l'État épataient tout le monde. Parce que je suis allé jusqu'à dire, c'est un homme de parole. Il a dit qu'il va faire la promotion de la jeunesse, d'une part. Et c'est respecté. Lorsque vous prenez la plupart de ces préfets-là, ce sont des jeunes. Que ce soit dans la Liborie, que ce soit dans les collines, c'est des jeunes. Ou Aimé, c'est des jeunes. Il a respecté au moins ce propos-là pour dire je ferai la promotion de la jeunesse. Maintenant, par rapport au niveau de la promotion des femmes, là, il y a un hic. Je voudrais parler là-bas d'abord. Et il a aussi respecté, il a dit qu'il ne fera pas, comment on appelle, le clientélisme le clientélisme. Bon, à ce niveau, moi, je suis un peu désolé qu'il y ait des gens qui l'ont soutenu, qui sont sur la liste des préfets là. Lorsque vous prenez le parti de, comment il a dit, Moël Bénin, il a un membre qui est devenu préfet. Lorsque vous prenez l'UDBN, il y a un membre qui est devenu préfet également. À ce niveau, je pense que les chefs de l'État n'ont pas pu respecter ces propos qui disent « je ne ferai pas le clientélisme ». On pouvait, nous sommes mal placés pour lui donner des conseils, on pouvait aller chercher dans un autre parti qui n'a pas pu chanter comme beaucoup l'ont fait. Je prends le cas du PRD, c'est des partis. FCB même, c'est des partis aussi. Le texte n'interdit pas de nommer quelqu'un qui est de l'opposition à la place de la préfecture. D'où, à ce niveau, moi, je pense qu'il a fait du clientélisme, il n'a pas respecté. Mais par rapport à la jeunesse, la promotion de la jeunesse... Vous pensez quand même que les partis sont là à soutenir les associations d'État qui font des propositions et qui ne sont pas associés au réel politique de développement. Est-ce que ça ne sera pas une façon de continuer à frustrer ces partis politiques? Bon, ce n'est pas, comment dire, une manière de continuer pas à frustrer les partis politiques. Contrairement à ce que disait mon confrère Kouchouni tout à l'heure en parlant de clientélisme politique, moi je n'irai pas dans ce sens. En fait, nous sommes, quand on parle de la gestion du pouvoir, il y a la politique qui s'en mêle et qui s'impose. C'est d'abord ça. On ne peut pas refuser, c'est indéniable. Quand nous voyons le contexte dans lequel Patrice Talon a été élu, il a été soutenu par 5 différents partis politiques. Le choix que Patrice Talon a fait en nommant les membres de Moël Bénin et de l'UDBN comme des préfets aujourd'hui montre que lui-même, il est en train d'hierarchiser le poids que ces partis-là ont autour de lui. On a beau écouter l'annonce de l'UDBN, du PRD, de Moël Bénin dans le gouvernement, dans le premier gouvernement du second quinquennat. Mais à part ces 3 partis politiques qui étaient annoncés, on a vu seulement que le PRD. On connaît le parcours politique du PRD. On sait que le PRD, c'est le seul parti politique en lequel nous parlons qui est un peu vieux, qui est vieux. Qui a traversé plusieurs générations. Qui a plus d'espérance que les autres. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, et il a confié quoi? Le ministère de la décentralisation. Donc, le ministre qui est le patron des préfets. Vous voyez la logique de Patrice Talon. Et aujourd'hui, en voulant satisfaire les promesses qu'il a eu à donner, les engagements qu'il a eu à donner aux partis politiques, il a nommé à la tête du département du Mono un jeune cadre du ministère des Sports, des Daignon, bienvenu du parti Moël Bénin. Bon, c'est bien, nous sommes d'accord. Et de l'autre côté, au niveau de Lomé, il a nommé la jeune docteure Marie Apotrossou. Et au niveau des collines, il a nommé quelqu'un au Doubou, Salou, de l'Union progressive, je pense, de l'UP. Donc, mais quand nous voyons ces nominations, ça donne, on fait trois constats. Le premier constat, c'est qu'il a tenu la promesse de la parole donnée. Il a respecté son engagement vis-à-vis de la jeunesse, qui va promouvoir la jeunesse. Voilà. Le deuxième constat, on a constaté que nous constatons de moins qu'il a fait la promotion de la femme. Parce qu'au niveau de Lemay, c'est un homme qui est parti et il a placé la femme là. Mais deux femmes sur 12. 2 femmes sur 12. Avant, c'était combien? C'est pratiquement... Non, le problème ne se posera pas forcément en termes d'avant. Alors, si on veut parler de la promotion moi, j'ai constaté que les statistiques ont bougé à ce niveau-là, en matière de représentativité des femmes au niveau
comment dire, des préfets du Bénin. N'oubliez pas, n'oubliez pas surtout que la révision de la conscience dans ce pays-là Écoutez-moi, parlait à cause de la discrimination de la femme. Je ne dis pas, mais les lions bougeaient à ce niveau. Les lions bougeaient, ça n'a pas été suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même le début. Le début de quoi? Le début du manifeste, comment dire, le début de la volonté de respecter cet engagement-là vis-à-vis des femmes. On ne va pas refuser. Mais admettons que peut-être au niveau de l'homme, on place encore un homme. Mais ça serait pire. Ce que vous dites, c'est pas que le débat ne se pose pas. Le débat ne se pose pas. Surtout, voilà. Il y a maintenant le troisième constat, c'est qu'il avait à respecter son engagement qu'il a pris vis-à-vis des partis politiques. Voilà. Et alors nous parlons, aucun parti politique, aucun des 5 partis politiques qui l'ont soutenu pour ce second mandat ne peut plus dire maintenant qu'ils ont été écartés et qu'ils n'ont pas été reconnaissants de la gestion du pouvoir. Donc il les a nommés. Nous allons juste encourager le chef de l'État à continuer, surtout pas promouvoir la jeunesse. À continuer pas à promouvoir la jeunesse. Quand nous voyons peut-être un certain docteur Salou Odoubou à la tête des départements des collines et qu'on se rend compte que ce département, c'est un département où il y a eu beaucoup de chauffourées, beaucoup de violences qui ont été perpétrées ces dernières... Au cours de ces dernières élections. Nous allons quand même le remercier parce qu'il a cru en la jeunesse, en lui confiant cette énorme responsabilité. Et connaissant l'homme de Salou Odoubou, on sait quand même avec sa posture, c'est un homme qui est de bon tempérament, il est quand même pondéré, très humble. Et s'il va mettre toutes ses qualités au service de la nation, il pourra quand même réussir à fédérer tout. Il a même dit hier, il a dit que lui connaît déjà la tâche qu'il attend. Et le département des collines, c'est le département où il y a plus de violence lors des élections. Il a dit que lui fera tout quand même pour que les populations de ce département puissent de la compréhension et qu'on sort. Et l'autre aussi l'a reconnu même, son aîné du département des eaux pour dire, lui il connaît déjà le rôle, il connaît déjà le rôle qui attend Odoubou. Et il est prêt pour l'accompagner. Je pense qu'avec lui, effectivement, on peut retrouver la paix au sein de ce département-là, qui est laissé sans protection. On doit faire un clin d'œil aussi aux jeunes qui est de Mouel Bénin, Dédagnon Bienvenu Milourin, qui a été nommé préfet du Mono pour remplacer Sergio Zissou, qui est un vieux baron de la déconcentration, parce qu'il a été par le passé le secrétaire général de cette préfecture sous d'autres préfets avant d'être promu en 2016, préfet du même département. Très bien, merci. C'est beau quand même, je pense que... Alors, donc en matière de développement territorial, je crois quand même qu'il y a nombreux sont les défis qui attendent donc ces préfets. Et nous pensons bien qu'ils pourront donc se retrouver à la hauteur donc, de ces différentes tâches et missions pour continuer à intéresser le chef d'État et continuer à faire en sorte que le chef d'État fasse confiance aux partis politiques, mais surtout à la jeunesse. Voilà. On va continuer. C'est parce qu'il disait qu'il faut faire un clin d'œil à tel. Mais il y a au moins une femme qu'on ne doit pas oublier aussi. Madame Marie Apotou. Oui, depuis DBN, professeur à l'université de Parakou. Il y a une dame très dynamique. Parce que j'ai appelé un confrère là hier qui me disait qu'oublier, effectivement, lui, il la connaît bien, que c'est une dame qui est à la taille du Et aussi, l'autre remarque, merci. Le remarque qu'on ne doit pas négliger sur ce plateau. On pourra. 10 minutes, on a que 10 minutes encore. On reviendra forcément sur... Alors, très rapidement aussi, dans l'opinion publique, et bien sûr, au cours de cette semaine, on a vu donc la sortie de la SGDS, la société de gestion des déchets de la salubrité dans le Grand Nokoué, l'affaire donc de poubelles homologuées. Eh bien, la décision en elle-même n'est pas ça, ne pose pas le problème, parce que c'est le souci donc de faciliter et bien sûr le ramassage des déchets et autres. Il faut forcément que des ménages puissent avoir donc des poubelles homologuées, des poubelles qu'il faut. Maintenant, le prix fixé, et déjà quand on sait que c'est un prix subventionné, 25 000 par ménage, c'est un prix subventionné, on se pose la question de savoir, alors, est-ce qu'on se retrouve en phase avec les promesses du chef de l'État lors de son discours d'investiture le 23 dernier, le mandat hautement social, quand on connaît aussi la bourse du Béninois, le pouvoir d'achat
des Béninois aussi. Hippolyte, on n'a plus beaucoup de temps, vous mais avez, on va fait juste le en parler. rappel qu'il a dit qu'il fera de ce mandat hautement social et on est en train de le voir sur un terrain plus ou moins un peu glissant en parlant véritablement du social. Mais ce que j'ai aimé, vous avez parlé des poubelles homologuées mais subventionnées. Ça voudra dire que l'État a apporté quand même sa contribution. Si l'État ne le faisait pas, le coût de ces poubelles serait plus à la hausse que ça. Mais bon, j'avoue que c'est une bonne politique qui a été mise en place pour que les ménages puissent avoir des poubelles adéquates la gestion des déchets pour pouvoir dans la ville, voilà. assainir leur maison et consorts. C'est très bon. Mais le plan fondamental qui se pose aujourd'hui, les poubelles sont subventionnées, oui. Mais le coût demeure exorbitant vis-à-vis du poids financier que chaque Béninois a, du pouvoir d'achat des Béninois. Aujourd'hui, combien de Béninois peuvent sortir 25 000 francs de leur poste pour s'acheter une poubelle? On doit les compter au bout des doigts. Ça, là, il faut le marteler. Donc, nous aurions quand même souhaité que l'État fasse un peu plus d'efforts en réduisant encore le coût de ces poubelles, peut-être à 10 000 francs, pour que cela puisse être accessible. Jusqu'à aujourd'hui, l'État est en train d'expérimenter le ramassage des ordures ménagers de façon gratuite. C'est ça qu'on observe maintenant. Mais si l'État peut accompagner ces politiques pour que les ménages puissent avoir les poubelles homologuées avant qu'on ne puisse passer à l'autre phase où les ménages vont commencer par payer le ramassage de ces ordures, ça serait encore très bien. Donc, c'est sur ce terrain-là. L'autre fois qu'on avait décortiqué l'aspect social du discours de Patrice Talon, on l'a dit que nous voulons le sentir sur certains petits chantiers. Ce n'est pas forcément attendre de lui qu'il vienne donner de l'argent à chaque Béninois. Par exemple, à cette poubelle-là, qu'on puisse fournir plus de moyens à la société de gestion des déchets du Grand Nopoué, dirigée par Luxon, pour qu'on puisse aujourd'hui permettre à tous les ménages, d'avoir quand même les moyens nécessaires de s'acheter. Merci. Je crois que je serai à l'antipode de mon confrère. 25 000, c'est trop, mais il le faut. Parce que nous avons passé plusieurs années sans savoir que les sables que nous ramassons chez nous, là, on doit pouvoir bien les entretenir. Nous sommes d'accord que 25 000, c'est trop. Que vous le veuillez ou pas, même là où vous êtes actuellement. Moi, je sais que je suis pour le moment, ils sont en location. Ce n'est pas une manière de me dénigrer. Beaucoup sont en location. Mais on paie l'argent du poubelle. Qu'est-ce que les propriétaires là font avec? Aujourd'hui, le gouvernement dit que chacun de nous doit avoir sa poubelle. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Lorsque vous comptabilisez l'argent que vous donnez aux propriétaires pour payer les poubelles, là, ça peut atteindre 25 000 par an. Là. Encore que ils ne nous ont pas dit que les poubelles sont à utiliser pour 1 an, 2 ans. Peut-être c'est pour au moins 3 ans. 25 000, voilà. Pour 3 ans, vous payez 25 000 pour votre non, mais la qualité n'est pas mise ici. On ne doute pas de la qualité, justement. Mais c'est le coût. Je dis bien, le coût n'est pas trop. Parce que ce n'est pas n'importe qui vit à Cotonou, à Parakou, dans les grandes villes. Je ne suis pas sûr que ces décisions-là iront dans les villages. Ou la bonne dame qui traverse la voie. Non, mais là, j'ai dit... Oui, de vous attendre que ce n'est pas n'importe qui vit à Cotonou. Quand on prend les grandes villes, mais toutes les classes sociales sont représentées. Il y a les 2 classes sociales que nous connaissons, les bourgeois et les prolétaires. Il faut vivre sans entretenir. Si vous et moi, nous avons eu les moyens de s'acheter aisément les paires de WC. Alors, on ne va pas regarder nos propres facilités. On a l'analyse. Vos points de vue sont divergents sur la question. Et l'opinion publique aussi également. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, même le DG de SNG, même est conscient que les coûts là, mais le coût qui a été fixé est un peu exorbitant. Oui, ils sont vraiment conscients. C'est un plaidoyer que nous allons faire au gouvernement de subventionner encore davantage ces poubelles. Oui. Voilà. Alors, en tout cas, de toutes ces façons, vous descendez, vous prenez la vie à Cotonou, à Canavi, un peu partout. Le plan ne se pose pas en ce qui concerne le fait qu'il faut avoir une poubelle chez soi. Mais c'est un peu le prix, le problème des Béninois qui ont entendu il y a quelques
jours seulement, le chef d'État qui dit, bon, on va beaucoup militer, beaucoup plus pour que le social soit une réalité. Alors, il faudrait peut-être que revoir un peu la politique dans ce sens-là. Pourquoi pas ne pas subventionner davantage et pour rendre cela disponible à chacun. Parce que lorsque vous avez des ménages en plastique que vous déposez, ça c'est des poubelles plutôt en plastique que vous déposez, c'est un autre problème. C'est un autre problème parce que la plupart des déchets sont enfouis aujourd'hui au Bénin. Et si on va ramasser ça et encore enfouir ça crée encore un autre problème. Donc, on voit les bien fondés ou le bien fondé du fait qu'il faut avoir des poubelles homologuées. Mais il faut revoir le prix pour que l'objectif soit atteint. Cotonou, ville propre, modernisée, bien aérée, et ainsi de suite pour les autres grandes villes du pays. Merci à vous pour votre point de vue. En tout cas, vos points de vue sont respectés. Alors, rapidement, pour finir maintenant, la politique malienne, la France qui suspend ses opérations militaires. Issaka Kochoni, vous en avez parlé aujourd'hui dans votre je pense que le Mali devient dans la gorge des pays, non seulement africains, mais les pays qui nous colonisent aussi. Il faut avoir le courage de le dire. Lorsque la France dit qu'il suspend ses opérations militaires du Mali, je pense qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. On appelle ça trafic d'influence. Selon moi, quand j'ai lu un peu, j'ai dit ça. Est-ce que cela ne va pas causer encore un regain des violences? Quel regain des violences? N'oubliez pas que qu'on le veuille ou pas, terrorisme au Mali. N'oubliez pas que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'il y a la guerre quelque part, on fait face, on interpelle la France. Et aujourd'hui, si la France dit d'une manière ou d'une autre qu'elle se retire du Mali, moi je dis c'est un ouf de soulagement. Qu'est-ce que la France faisait au Mali? Qu'est-ce qu'elle faisait au Mali avant? Qu'on le veuille ou pas. Et j'ai lu un article qui disait que oui, donc ça ne vous dit ça ne me dit rien. S'il faut même se retirer aussi de beaucoup de pays, ce serait bon. Parce que les chefs de l'État d'un pays et les chefs de l'État de son pays. Mais est-ce que les Africains ont les moyens, surtout, et la diplomatie, les moyens là, pour maîtriser le terrorisme? Parce que juste là, la question est préoccupante dans le G5 Sahel. Avec vous. Qui sont ceux qui envoient les moyens pour que les Africains là s'affrontent? Combien de pays africains fabriquent les armes? Ceux qui fabriquent les armes disent se retirent. Ils se retirent avec les fabrications, s'en vont. C'est terminé, selon moi. Il n'y a pas de paix dans la demeure. Je ne vois pas un incident là pour dire la France s'en va. Et j'ai dit, la France, elle-même, elle va revenir encore. Même on ne pas courir. Je ne dis pas n'importe quoi. Oui. Il faut le dire. Vraiment. Bon, je pense que j'irai dans le même sens que lui. Et quand la France dit aujourd'hui qu'elle a suspendu à titre conservatoire ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, cela s'entend tout simplement du pipeau. C'est du pipeau, comme on le dit dans le jargon un peu vulgaire, parce qu'on connaît bien la France. La France, c'est un pays qui vit sous le dos de l'Afrique. Aujourd'hui, nous condamnons tous la manière avec laquelle le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir, ou bien a repris le pouvoir au Mali. Ce n'est pas normal parce que le Mali est un pays démocratique. On doit respecter scrupuleusement les textes qui régissent ce pays. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont remis en cause l'ordre constitutionnel et consorts. Mais nous souhaiterons quand même que d'ici peu, que le Mali puisse retrouver son ordre constitutionnel. Assimi Goïta, l'homme fort du Mali. Adéquat. Mais Assimi Goïta, l'homme fort du Mali, c'est quelqu'un qui tient la tête à tout le monde. Aux hommes politiques de son pays, aux institutions panafricaines, à savoir CEDEAO, l'Union africaine, que sais-je encore. Il tient aussi la tête à la communauté internationale, notamment la France, parce que lui-même c'est un militaire. Il sait ce que les Français viennent faire sur le territoire en disant qu'ils les accompagnent. Mais quand la France dit qu'il y a guerre, ou il y a problème quelque part, et que la France s'offre volontaire pour accompagner les gens, mais ils viennent piller les biens de ces pays-là, les ressources minières de ces pays. Et ça, on dénonce ça depuis des années, mais aucun pays n'a eu cette audace-là d'affronter véritablement. De le reconnaître même publiquement. Donc, si aujourd'hui, Assimi Goïta fait face à cette désolidarisation vis-à-vis des institutions sous-régionales de l'Afrique et aussi à la communauté internationale, je pense que est-ce que cela ne sera pas préjudiciable? Cette désobéissance, est-ce que cela ne sera pas préjudiciable? Cette désobéissance-là, est-ce que cela ne sera pas préjudiciable pour la transition en cours au Mali? Pour le moment, ça serait préjudiciable parce qu'ils vont fermer certaines portes d'entrée, certaines aides au Mali. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Assimi Goïta est dans une vision.
celui de rendre son peuple véritablement souverain. Si moi j'analyse ces faits et gestes, de rendre son peuple véritablement souverain. Maintenant, l'autre chose aussi qu'on ne doit pas ignorer, si aujourd'hui la France impose une transition de 9 mois et ils disent que Assimi Goïta n'a qu'à faire une gestion inclusive, c'est parce que la France voudrait placer encore les siens pour pouvoir encore mieux gouverner. Ce que Assimi Goïta n'entend pas voir de ses yeux. Et la décision que la France vient de prendre, ça prouve à suffisance que entre les institutions régionales africaines, à savoir CEDEAO, Union africaine et les autres là, il y a cette, comment on appelle, comment on va dire, cette antenne en eux. Le mot me manque un peu. Cette antenne en eux où ils s'entendent pour ne pas véritablement rendre le peuple là souverain. Vous comprenez? Il y a cette flexibilité au niveau des institutions sous-régionales. Aujourd'hui, la CEDEAO a suspendu le Mali, nous sommes d'accord. Mais après, c'est l'Union africaine. Après, c'est l'Union africaine, oui. D'accord. Et c'est quand ces deux institutions l'ont fait que la Mali a pris la décision maintenant. La France a pris cette décision. La France a pris cette décision. Donc, nous voyons que, au fait, la décision que la France a prise, elle s'est juste reculée pour mieux sauter. Alors, mais Assimi Goïta a le soutien, c'est ça le paradoxe, a le soutien du peuple malien. Qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est un élément déterminant. Oui, qu'on le veuille ou pas. C'est militaire. Pendant que la communauté internationale dit dit qu'il faut le retour des civils au pouvoir au Mali, vous allez voir quand même que les Maliens optent pour que les militaires restent au pouvoir. Oui, parce que les Maliens même savent que quand les Français viennent piller le bien. Goïta là, qu'on le veut ou pas, lui aussi, il construit quelque chose. Parce que c'est pas n'importe quel chef d'État qui peut faire la tête à la France. Surtout les pays francophones là, ils ont leur appendice en France. Si Assimi Goïta dit aujourd'hui que non, nous sommes pour le départ de la France, qu'on le veut ou pas, il construit quelque chose. N'oublions pas que la Russie aussi a un poids au Mali. Oui, si je me rappelle, j'ai lu un article où on disait que Assimi Goïta était même en Russie pour une formation. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une guerre entre la France et la Russie? Alors, tout ce qu'on constate au niveau des pays, des petites nations là, c'est une guerre entre les grandes puissances. Merci à vous, Hippolyte Dosso, de Nouvelle Élite des Pénales Ultimes. Merci à vous aussi, Siaka Chaudy. DP, la cime de l'info. Stop et fin, terminé l'info. Donc, et bien sûr, cet espace d'analyse de l'actualité politique nationale et internationale. On se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas, prenez rendez-vous sur Diaspora FM tous les vendredis désormais à partir de 18h, puisque l'émission est bien sûr synchronisée également en radio. Alors, à tout moment et au revoir.